On va rentrer aujourd'hui plus dans comment on travaille notre inférence statistique. La dernière fois, avant l'examen, on a vu comment, dans nos études, on va mettre en opposition une hypothèse de recherche avec l'hypothèse nulle, qui est le statu quo. Et pour savoir, est-ce qu'on garde l'hypothèse nulle, est-ce qu'on la conserve parce qu'on n'aime pas ça, la nouveauté nécessairement dans nos milieux scientifiques, il faut des preuves à prendre pour la rejeter, il nous faut une règle. Okay? Et là, on l'avait défini en termes vagues, sachant que on veut que la différence entre les moyennes soit plus grande que l'erreur type de la moyenne. Mais on n'a pas encore défini concrètement qu'est-ce que ça veut dire l'erreur type. Alors, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir le fil de l'erreur type. Après ça, l'erreur type va nous amener à déterminer un intervalle de confiance. On a déjà commencé à aborder la question, savoir quand on faisait avec la corrélation, la valeur prédite, on avait en haut surestimé, sous-estimé, on a commencé déjà à avoir des bandes d'intervalle. Là, on va formaliser ça davantage. Et à savoir comment ces intervalles de confiance-là vont nous aider à rejeter ou non l'hypothèse nulle. Et qu'est-ce qu'on entend par la signification statistique et comment tout ça joue sur les erreurs d'inférence. Alors, on écrit une hypothèse de recherche, l'hypothèse nulle étant que toujours dans l'idée d'égalité. Hein? Okay? Donc, les deux groupes sont égaux, ou plus petits ou égal, ou plus grands ou égal. Dans ces deux derniers cas, où est-ce qu'on aura une hypothèse qui est directionnelle, et dans le premier, quand c'est simplement les groupes sont pareils ou pas pareils, là, c'est bidirectionnel, et on va voir comment ça revient au prochain cours. Donc là, on a vu, par l'exemple que je vous ai montré, que quand on échantillonne, des fois, c'est pas toujours pareil. Il y a de l'erreur, il y a de la variabilité, tout ça. Et là, on veut justement tenir compte de ça dans nos études. Alors là, il va falloir trouver comment calculer l'erreur type de la moyenne, puis comment ce plus grand que l'erreur type de la moyenne, comment ça se définit. Alors, voyons une expérience d'échantillonnage. OK? Disons qu'on a une courbe qui est tout à fait normale, comme celle que je vous ai dessinée là-bas, et qu'on tire tous les échantillons différents de la même taille, et qu'on calcule la moyenne de chaque échantillon. OK? Donc, j'ai ma population, j'échantillonne la moyenne de chaque échantillon, et là, ce que je fais, c'est que je vais faire un graphique de la distribution des moyennes, d'accord? Pas des effectifs, mais des moyennes de tous les échantillons. Regardez ça, qu'est-ce que je vais trouver? La reconnaissez-vous? C'est notre fameuse courbe normale. Alors, on va trouver que la plupart des échantillons vont avoir une moyenne proche de la moyenne dans la population, qui est sous le symbole mu. Il va en avoir d'autres, comme on a vu tout à l'heure, qui sont un petit peu plus loin. Et si la population elle-même est normale, mais même dans le cas où est-ce que la distribution dans la population serait asymétrique, quand j'échantillonne comme ça, et plus j'échantillonne, puis à l'infini, okay, ce qui ne se peut pas, mais c'est une expérience théorique là, qu'on fait là, à l'infini de ça, quand je vais faire le graphique de la distribution des moyennes des échantillons, je vais retrouver cette courbe normale. Et la moyenne des moyennes, finalement, va se retrouver égale à la moyenne dans la population MU. D'accord? Mais il va y avoir une variabilité. C'est là qu'on en vient avec l'erreur type. Et donc, comme je l'ai dit,
on part d'une distribution normale, mais même dans le cas où est-ce que les distributions dans la population ne sont pas normales, OK, au bout du compte, après cette expérience-là, je vais me retrouver avec une distribution des moyennes des échantillons qui est normale, à l'infini, on s'entend. Alors voilà, pour illustrer différemment. Dans le premier cas, j'ai une distribution qui est normale. Et dans le deuxième cas, j'ai une distribution carrée, puis l'autre, c'est un peu comme des proportions des fois, mais elle est aussi asymétrique. Mais regardez, là, plus j'y vais, plus que ça se normalise et plus que ça va, la moyenne de ça va se concentrer autour de la vraie moyenne. D'accord? Alors, cette fluctuation-là dans la moyenne d'un échantillon qui était exactement sur la moyenne de la population, qui était un petit peu plus loin, un petit peu plus proche, tout ça, regardez comment la formule pour noter cette variabilité-là ressemble à ce qu'on connaît. Bon, ici, avant, on avait N. Là, c'est K. Des fois, on peut mettre N, mais K, c'était pour dire que, justement, on parle de population, d'échantillons. Et donc, de numéro d'échantillons et pas de personnes en tant que telles. Mais, donc, j'ai la moyenne d'un échantillon moins la moyenne de la population mis au carré, la sommation de ça sur K. Et on prend la racine carrée de ça, on retrouve, c'est ça l'erreur type de la moyenne. OK? Mais là, pour ça, il faut avoir la moyenne de tous les échantillons. Puis il faut aussi connaître mu. Sauf que dans la majorité des cas, on ne connaît pas mu. Puis on ne connaît pas toute la distribution. On ne peut pas prendre tous les échantillons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'aider de ce qu'on appelle le théorème central-limite, ou théorème de la limite centrale. Pareil au même. Donc, théorème central-limite, on va s'en aider. D'accord? Alors, ce qu'il nous dit, c'est que, justement, à l'infini, et ça, on le voit par notre expérience d'échantillonnage, la distribution des moyennes des échantillons va retrouver la courbe normale. Et que la moyenne va être celle de la population. Et si on connaît la variance de la population et qu'on connaît le nombre d'observations dans l'échantillon, on devrait être capable de calculer cette variabilité-là. Sauf que, comme on ne connaît pas souvent mu, ben, est-ce qu'on a tendance à connaître sigma aussi? La réponse est soit oui ou soit non. Vous avez une chance sur deux de l'avoir bon. Est-ce qu'on a tendance à connaître sigma? Non. Sauf que, qu'est-ce qu'on a appris en première partie du cours? C'est que la moyenne, c'est l'estimé qui fait le moins d'erreur. Et la moyenne, c'est le meilleur estimé, M, c'est le meilleur estimé de mu. Et de la même façon, qu'est-ce qui pourrait être le meilleur estimé de sigma? S. OK? On va s'en venir à ça. Là, si on repart sur les principes par rapport à la variabilité et la taille des échantillons. OK? Si j'ai donc j'ai une population, disons qu'il y a une grande variance, puis une autre population qui en a une plus petite. Quand même, vraiment petite. OK? Donc, on s'entend que ici, grand, puis ici, la variabilité est petite. OK? Est-ce que j'ai
qui est mu, à peu près autant de chances, de probabilité de prendre des échantillons au centre. Sauf que j'ai plus de chances d'avoir des échantillons qui vont se trouver loin de la moyenne dans le cas de la courbe en bleu que dans la courbe en vert. Parce qu'ici, la probabilité est déjà tout petite. OK? Mais ici, il y a encore une bonne probabilité. Donc, j'ai plus de chances d'avoir des échantillons dans cette population bleue qui se retrouvent loin de la moyenne. D'accord? Et pour ce qui est du N, disons que je prends un échantillon qui est exactement de la taille de la population. Bien là, finalement, je vais avoir tout couvert. Et plus, donc, que ces échantillons-là sont grands, plus petite que va être l'erreur type de la moyenne, parce que finalement, il n'y en aura pas de variabilité. Si j'ai un échantillon, mettons que j'ai dans la population bleue, j'ai 100 000 personnes, OK? Et je prends deux échantillons de ça. Un qui est de, attendez, il ne faut pas que je me trompe, 999 999, OK? Et l'autre est aussi de 999 999. Fait que j'ai échantillon 1, échantillon 2. Puis la différence, bien, ils ont une personne de différence dans chacun. Bon, on s'entend-tu qu'eux, ils ne vont pas vraiment être différents? Donc plus c'est grand, moins que l'erreur type va être grande, plus l'erreur type va être petite. Et si vous ne l'avez pas fait encore, c'est aussi pour ça que je vous ai mis l'exercice sur Studium pour que vous regardiez l'effet de la taille de l'échantillon, d'accord, sur l'écart type et que ça a un impact sur l'erreur type. D'accord? Alors, vous le ferez si vous ne l'avez pas fait encore. Là, voyons donc mon petit échantillonnage comme ça. Ah, bien, ça ressemble justement à ce que je faisais. Et là, j'échantillonne ici, j'ai autant de chance. Ici, ça peut provenir des deux populations aussi. Et là, ben, si j'obtiens quelque chose comme ça, comme j'ai vraiment beaucoup de données qui sont au-delà disons, des probabilités que je peux obtenir avec la courbe jaune, mais je peux plutôt penser que ce serait un échantillon qui provient de la population bleue. Et ici, disons que j'ai cet échantillon-là avec cet échantillon-là, bien là, ça serait difficile à savoir. Bon, ils peuvent venir de la jaune et de la bleue, ou ils peuvent tous les deux venir de la jaune, ou tous les deux venir de la bleue. C'est un petit peu difficile à savoir, sauf que si j'ai celle-là et celle-là, ça commence à devenir un peu moins probable, quoique pas impossible que ça vienne de la jaune, mais si j'ai un autre échantillon qui est là, bien, disons qu'il y a plus de chances que ici, ça vienne de la population jaune et que celle-là, ça vienne de la population bleue. Mais comme vous voyez, la variance des échantillons peut varier aussi. Il y a leur emplacement, il y a leur moyenne, parce que là, comme ça, c'est toutes des petites courbes que je fais déplacer avec des moyennes différentes, mais qui ont l'air d'avoir la même variance. Mais au début, ici, ça n'a pas la même variance. OK? Donc, la variance peut jouer autant que leur moyenne. Alors, maintenant, si on avait cette belle formule-là, mais qui est avec des valeurs qu'on connaît peu souvent, on peut l'estimer avec ça. Je vous épargne, c'est ça que je veux dire. Je vous épargne toute la démonstration de pourquoi on arrive à réduire à racine carrée de n. Mais ce qui est important de retenir, c'est que comme S est le meilleur estimé de ciment,
on va utiliser cette formule-ci, donc c'est celle-ci qui est à noter et à retenir, mais ça part, donc vous voyez la séquence d'où ça vient là, quand même, pour calculer l'erreur type des moyennes. D'accord? Et ça va être, après ça, quand on a nos données, c'est super facile à calculer. L'ordinateur peut te le donner, mais pour nous, c'est facile parce qu'on connaît toujours notre échantillon, c'est quoi la taille d'échantillon. Puis quand on fait les statistiques descriptives qui sont assez simples, moyenne, écart type, bien là, ici, tu fais juste faire ton écart type sur la racine carrée du nombre de personnes dans ton échantillon. D'accord? Alors, là, je sais que c'est chargé, là. J'aime pas ça faire des affichages chargés, mais il y a tout là-dessus. Là. Fait que c'est ça. Donc là, on veut savoir, est-ce que notre échantillon ressemble ou pas à l'échantillon dans la population? Mais ça arrive, comme par exemple les QI. OK? C'est quoi la moyenne du QI? C'est 100. OK? Ça, on le sait. C'est dans la population, on sait. Moyenne de QI de 100 avec un écart type de 15. D'accord? Donc là, si je veux savoir est-ce que votre QI dans la classe est pareil ou différent à la population, mais là, je le compare à une population qui, oui, dans ce cas-ci, est connue. D'accord? Et là, on applique la formule de l'erreur type. On va voir comment ça va rentrer pour nous permettre de décider si on rejette ou pas l'hypothèse nulle. Et ça, on garde toujours en tête que, justement, avec notre courbe normale, on a entre un écart type et moins un écart type, on a 68,26% des chances que les échantillons qu'on attrape, qu'on va attraper, ici, quand on échantillonne, bien, il y a 2 tiers des chances qui se situent entre plus 1 et moins 1 erreur type de la moyenne de la population. Mais il va toujours rester un petit risque d'erreur. À 68%, il reste pas mal d'erreurs quand même de se tromper. On va voir plus loin qu'on est généralement plus strict pour ça. OK? Donc, on va commencer par voir pour la majorité des cas. Dans un deuxième temps, on va voir le critère plus strict qu'on applique. Alors, cette erreur type, OK, ça nous permet de dire, comme on sait qu'il y a 2 tiers des cas qui vont provenir autour de la moyenne de la population, on peut dire qu'on a des bonnes chances, OK, que ça provienne de là. Et les bornes inférieures et supérieures vont nous donner notre intervalle de confiance. D'accord? On va se servir de cet intervalle-là. Donc, la moyenne, plus ou moins un erreur type. Ici, le M plus ou moins SM. Ici, c'est 1. Tantôt, un peu plus loin, on va voir qu'on va mettre d'autres chiffres parce qu'on va vouloir avoir plus confiance dans les conclusions de notre étude. D'accord? Parce qu'on va vouloir minimiser le risque d'erreur. Parce que si j'ai 68% des chances de trouver ma moyenne quelque part ici, j'ai quand même 32% des chances de me tromper. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis en ligne que ça ne veut pas nécessairement dire que la conclusion est juste. Voyons un cas de figure ici où est-ce que dans un examen, les étudiants auraient eu une moyenne de 71% avec un écart type de presque 12. Okay? Et là, on fait un échantillonnage aléatoire de ces personnes-là. On tire 21 personnes aléatoirement de cette distribution de données-là en haut. Et on obtient une nouvelle moyenne, un nouvel écart type. Okay? Là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ces gens-là proviennent de cette population-là qu'on trouve en bleu? Alors, on va
regarder, avec le calcul de l'erreur type, j'ai 9,18, donc l'écart type qui est donné dans l'output, divisé par la racine carrée de 21, le nombre dans mon échantillon, qui me donne une erreur type de 2. Et là, je vais calculer la borne inférieure et la borne supérieure. Donc, si je le mets dans mon graphique ici, je vais avoir trouvé une moyenne qui est à 70,65, mais disons que ça va aller entre 68,65 et 72,65. Et là, la question, une fois que j'ai fixé ça, OK? Est-ce que la moyenne de la population est incluse? Est-ce qu'on la trouve justement dans cet intervalle de confiance-là? Et effectivement, parce qu'elle est de 71% la moyenne, et j'ai mon intervalle de confiance, donc, qui fait que la moyenne de la population était ici. Donc, je peux dire que ces personnes-là proviennent donc de cette population-là. D'accord? Maintenant, on refait l'exercice, on refait un autre échantillonnage aléatoire avec 31 personnes qu'on a tirées. Et on obtient un autre résultat, 68,50 avec un écart type de 11. OK? Là, on refait la même procédure pour trouver l'erreur type. On fait nos bornes, 66,36, 70,66. Alors là, dans ce cas-ci, j'avais obtenu une moyenne de 68,50. 68,50. Puis, ça allait de là à là. OK? Donc, 66,36 jusqu'à 70,66. Et oups, qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui arrive là? La moyenne de la population est-elle à l'intérieur de l'intervalle de confiance ou à l'extérieur de l'intervalle de confiance? À l'extérieur. Ce qui nous amène donc à conclure que ça ne proviendrait pas de cette population-là, que les 31 personnes qu'on a tirées proviendraient d'une autre population. Et si j'ai fait ça, c'est pour vous montrer que, dans ce cas-ci, est-ce que ce serait une conclusion juste ou une erreur d'inférence? Ce serait une erreur, parce que je vous l'ai dit, qu'on les a pris de celle-là. J'avais la banque de données, on les a extraits de là, ils viennent de là, mais aléatoirement, les données qui ont été tirées m'ont amené à conclure que ça provenait d'une autre population. Et donc, dans ce cas-ci, ça aurait été une erreur d'inférence, mais qu'on peut vérifier maintenant, mais que des fois, dans la majorité des cas, on ne peut pas vérifier. Alors, on aurait donc rejeté l'hypothèse nulle dans ce cas-ci, et on aurait accepté que notre hypothèse, comme quoi l'échantillon ne provient pas de cette population, mais il est possible qu'on ait commis une erreur. Alors, une chose qu'on peut faire, comme je vous ai dit souvent, ça laisse trop de marge d'erreur, justement. Ça a une trop grande probabilité qu'on se trompe dans nos conclusions si on prend juste plus ou moins un erreur type. Alors, on va essayer d'aller chercher plus large parce que là, on était à un erreur type. Mais si on allait chercher 2 erreurs types, bien, ça veut dire qu'il resterait seulement 4,56% des échantillons qui auraient une moyenne à l'extérieur
de plus ou moins 2 erreurs types. Donc, le risque de se tromper serait plus petit. Et on aime mieux ça en sciences. Pas avoir à se tromper souvent. Ça ne regarde pas bien. Alors, donc là, on va revenir à l'idée de notre courbe normale et on va reploguer nos Z ici dans cette formule pour calculer l'intervalle de confiance. D'accord? On va avoir la moyenne, plus ou moins Z et, fois l'erreur type. OK? Et ça, le Z va jouer par les conventions qu'on s'est fixées en sciences, qui sont généralement établies à un niveau de confiance de 90, 95, 99 Et le 95 est en gras, parce que c'est souvent ça qui est utilisé le plus souvent. Et ce qui fait qu'il nous reste, au lieu d'avoir, si on prend un intervalle de confiance plus ou moins une erreur type, qu'il nous reste 32 de chances de se tromper, bien, avec 95, on réduit ça à un risque de 5 OK? Donc là, en se référant au tableau là, de la densité, on voit que 95 des échantillons auront des moyennes qui sont situées entre plus ou moins 1,86 erreur type de la moyenne. D'accord? Alors, dans la formule ici, dans la vaste majorité des cas, ça peut varier des contextes. On va voir vers la fin du cours aujourd'hui comment on peut varier le niveau de confiance qu'on va avoir. Le Z, c'est là où est-ce qu'on va mettre 1,96 dans bien des cas. D'accord? Alors, juste une petite note d'explication. OK? Quand on dit qu'on a un intervalle de 95 c'est pas qu'il y a 95 des chances que l'échantillon qu'on a devant nous, qu'on a pigé, que la véritable moyenne mu soit incluse dans l'intervalle. Ça, c'est possible, mais c'est possible que non, parce qu'il y a toujours un risque d'erreur, d'accord? Et en plus, on ne connaît pas, dans la majorité des cas, la vraie valeur dans la population, OK? Mais, si à la longue, on échantillonne, bien, à la longue, oui, sur tous ces échantillons-là, oui, là, ça va se cumuler que le risque d'erreur va être faible de 5 d'accord? Alors, comme vous voyez ici, là, on a de la variabilité dans ce qu'on observe ici, des échantillons comme ça, avec les intervalles de confiance. Donc, ça, c'est la vraie moyenne mu. Il y en a, vous voyez, il touche celui-là, que j'ai tout retouché, là, mais il ne touche même pas à mu, mais à la longue, comme ça, il y en a qui, ça touche de plus en plus, et donc, on va se retrouver avec ce risque réduit-là. Maintenant, si on reprend pour nos mêmes 31 qu'on avait pris tout à l'heure, mais que on met la formule de l'intervalle de confiance, justement, en mettant une borne à 1,96 pour avoir un intervalle de confiance de 95 et qu'on calcule les bornes de l'intervalle de confiance, on se retrouve maintenant avec, toujours avec la même moyenne de 68,50. Ça ne change pas, OK? Mais alors qu'avant, pour juste l'exemple avant, ça allait de là à là, maintenant, avec un intervalle de confiance de 95, on a 64,3, donc ça va de là, jusqu'à 72,8. Jusqu'à là, 72,8. Et là, ici, dans ce cas-ci, la moyenne de la population est incluse dans mon intervalle de confiance. Et je vais dire que oui, ces personnes-là que j'ai échantillées
proviennent donc de la population qui ont fait cet examen. Et dans ce cas-ci, ce serait donc la juste conclusion, donc sans erreur. Alors, est-ce que ça va pour ça? On passe à un autre sujet. On va passer à cette idée que quand on fait des études, après ça, on pose justement un jugement sur nos données. On infère quelque chose par rapport à la population, mais il reste justement cette idée-là qui peut-être qui proviennent, peut-être qui ne proviennent pas. Donc, la signification statistique est liée à ce risque de se tromper dans nos conclusions. Alors, voyons ici une distribution d'une population. OK? Et là, on a notre échantillon qu'on collecte. Quand on fait l'intervalle de confiance, c'est un peu ça que je vous ai montré, mais là, on trace les bornes comme ça et on voit que dans ce cas-ci, ce n'est pas inclus. L'intervalle exclut la moyenne de la population. OK? Dans ce cas-ci, j'ai deux moyennes. OK? Dans le cas précédent, on avait une population connue. Là, j'ai deux moyennes. Je veux savoir, est-ce que les gars et les filles proviennent de la même population d'étudiants, des résultats de l'examen. Alors, je calcule les deux moyennes pour un groupe. OK? Je calcule l'intervalle de confiance pour un groupe. Et là, oups. OK, c'est bon. Et là, je regarde, est-ce que mon autre groupe, par exemple, mettons que M1, c'est les filles, bien, est-ce qu'il y a un chevauchement de l'intervalle de confiance? Dans ce cas-ci, non. Donc, je conclurais que ce sont deux populations différentes. D'accord? Et vous voyez donc comment, selon le risque d'erreur que je suis prête à tolérer, mais mon niveau de confiance aussi, il peut grandir, rétrécir. Et en grandissant ou rétrécissant mon intervalle de confiance, ça va avoir un impact sur les décisions que je prends, sur les conclusions que je tire. Si je le fais tout petit, mon intervalle de confiance, OK, bien là, je vais déclarer plus facilement que les moyennes proviennent de deux groupes différents. Si je le fais plus large, je vais dire qu'ils proviennent du même groupe. Donc, ça joue, ça, dans notre processus décisionnel. Alors, ici, on voit, on a soit la moyenne de la population ou un premier échantillon, soit la moyenne ou un autre échantillon, les intervalles comme ça. Et s'il y a chevauchement ou non, on va dire que dans le cas où est-ce qu'il n'y a pas de chevauchement, on va dire qu'il y a une différence statistiquement significative. Alors, il y a une différence entre les deux groupes qui est statistiquement significative. On va rejeter l'hypothèse nulle, d'accord? Et selon, comme je l'ai dit, qu'on agrandit ou qu'on rétrécit les intervalles de confiance, ça va jouer justement dans nos décisions. Et ça dépend du risque d'erreur qu'on est prêt à commettre. Le risque d'erreur alpha, on va le fixer avec un certain alpha. D'accord? Alors, généralement, à l'avance, on fixe ce seuil alpha-là. On dit, non, moi, je suis prête à tolérer un seuil d'erreur de 5% dans la majorité des cas. D'accord? Donc, on sait que c'est possible que je commette une erreur de type 1, mais je suis prête à assumer cette erreur-là. Ça dépend du type d'erreur que je fais. Des fois, dans des études exploratoires ou très novatrices et tout ça, puis qu'il n'y a pas nécessairement d'impact peut-être sur la santé physique. Là, les études médicales, des fois, ça joue différemment, là, mais en psycho, comme par exemple la théorie de l'autodétermination. Qui a commencé à apprendre sur ça? La théorie de l'autodétermination?
pas encore, hein, vous allez prendre le cours éventuellement, mais eux, quand ils ont commencé à traiter de ces concepts-là de motivation, mais leur première étude, il y avait un risque d'erreur de 10 %. Là, maintenant, les études se sont accumulées, on a plus confiance dans les résultats. Mais donc, généralement, on va le fixer à 5 %. Et si on voit qu'il y a une différence, on va dire, bon, il y avait une différence de sorte que les garçons et les filles n'avaient pas le même résultat. Et on va écrire la valeur du test statistique qu'on va apprendre la semaine prochaine sur le test T. Et à la fin, on va mettre P est plus petit que 0,05. Parce qu'on va affirmer qu'il y a une différence entre les deux groupes. On va donner la valeur du test statistique, mais on va dire d'emblée qu'il y a quand même un risque qui est plus restant, qui est plus petit que 5 %, mais qu'on se trompe dans ce qu'on vient juste d'affirmer. Et plus petit que 0,05, c'est zone générale. Avec l'ordinateur, on peut obtenir un risque d'erreur plus exact, où est-ce qu'on aurait P est égal à 0,02, mettons. OK? Là, on mettrait ça exactement avec l'ordinateur. Voilà. Et si on avait choisi un alpha de 1 %, bien là, on mettrait, ça serait des intervalles de confiance de 99 %, d'accord? Et là, qu'est-ce qui arriverait si je mets un intervalle de 99 % avec mon intervalle de confiance? Est-ce qu'il va être plus grand ou plus petit? Mon intervalle de confiance à 99 %, est-ce qu'il va être plus grand qu'avec 95? Ici, c'est IC 95. Ici, c'est IC 68. Si j'en prends un à 99, il va être plus grand que celui-ci ou plus petit que celui-ci? Il va être plus grand. Il va être plus grand. OK? Il va être plus grand. De sorte que si je veux déclarer une différence entre les groupes, il va falloir qu'il y ait une bonne différence. OK? Parce que là, il va falloir que ça ne soit pas inclus dans cet intervalle-là. Il y a bien plus de chances qu'il y ait un chevauchement avec la moyenne de l'autre groupe. Alors, si j'ai ça je veux vraiment pas me tromper, il va falloir que, empiriquement, que je trouve une bonne différence entre mes deux groupes. D'accord? Alors voilà, on l'observe ici. Vous voyez comment, d'un côté, il y a beaucoup plus de chevauchement qu'avec le lycée à 95 %. Et dans ce cas-ci, je dirais que les deux groupes sont significatifs, mais dans l'autre, je dirais qu'il n'y a pas de différence significative. Alors, c'est ça. Donc, ça va avoir un impact sur si on rejette ou non l'hypothèse nulle. Il peut y avoir aussi, donc on peut jouer sur les conclusions qu'on risque de poser selon le seuil alpha, le risque d'erreur qu'on est prêt à tolérer, mais aussi empiriquement, les données qu'on collecte vont nous amener à une conclusion versus une autre. Parce que pour un même intervalle de confiance, on voit que ici, je déclare, donc pour les oranges, je les déclare comme quoi qu'il y a une différence statistiquement significative. Tandis qu'ici, je vais déclarer qu'elles ne sont pas statistiquement significatives. D'accord? Mais comme on doit toujours garder en tête que mon échantillonnage, je ne le connais pas là, dans la population. Là. Moi, j'ai mes deux échantillons ici. Là. En fait, j'en ai 4, là, deux d'un bord, deux de l'autre. Mais c'est possible que, en bleu, j'ai échantillonné
un ici, puis un ici, qui en réalité provenait de deux populations différentes, mais que mes données ne m'ont pas permis de conclure cela, parce que c'est une erreur. Là, ça faisait partie de la variabilité dans l'échantillonnage. D'accord? Alors ça, on l'a vu tout à l'heure. Et là, notre Z, il est lié, comme on a dit, au seuil alpha, au risque d'erreur qu'on est prêt à accepter. La taille de l'erreur type, elle, on se rappelle de sa formule. C'est quoi sa formule de l'erreur type? SM qui est égal à S sur racine carrée de N. D'accord? Alors, l'intervalle de confiance va varier selon le seuil alpha qu'on est prêt à tolérer, mais aussi en fonction de ça. Et dans ça, il va y avoir ma variabilité dans l'échantillon, mais il va y avoir aussi mon N. Et c'est pour ça que c'est toujours bon d'avoir beaucoup de monde dans votre étude. D'accord? Si vous voulez détecter une différence, assurez-vous d'avoir beaucoup de monde. Ça va augmenter vos chances de détecter une différence parce que ça va réduire votre intervalle de confiance. D'accord? Alors là, ici, ça reprend ce que je vous avais dit, mais en mots. Si mon seuil alpha est petit, donc je le prends à 99 là, je tolère un risque d'erreur de 1 plutôt qu'un risque d'erreur de 5 les bornes d'intervalle de confiance vont être plus larges. Okay? Il va y avoir moins de risques d'erreur alpha, c'est-à-dire d'erreur de type 1 ou d'erreur de première espèce. Ce sont des expressions synonymes, d'accord? De déclarer qu'il y a une différence entre les groupes alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Et si mon seuil alpha, lui, est plus grand, donc à 5 bien, les bornes de l'intervalle de confiance vont se rétrécir, mais je vais augmenter le risque d'erreur de type 1. Et maintenant, pourquoi qu'en augmentant le N, on réduit l'erreur type? Pourquoi qu'en augmentant le N, on réduit l'erreur type? Oui? Oui, il y a de ça, OK? Mais il y a aussi, regarde, juste bébête dans la formule, le N se trouve au dénominateur, d'accord? Donc, ça va le réduire. Si lui, je l'augmente, ça va réduire ce que je vais obtenir comme résultat ici, qui va être mis dans la formule de l'intervalle de confiance. OK? Où est-ce que, ici, j'ai mon ZSM, d'accord? La moyenne, plus ou moins. Mais là, ici, si lui est plus petit, le produit de Z fois SM va être plus petit, ce qui va faire que mon intervalle de confiance, lui, va être plus petit. Dans la séquence, tout ça s'enchaîne. OK? Et donc, en faisant que mon intervalle de confiance est plus petit, bien, j'augmente les chances de dire qu'il y a une différence. J'augmente les chances que, comme ici, quand j'ai réduit mon intervalle de confiance avec IC68, que la moyenne se trouve à l'extérieur, mais comme on a vu, ça augmente la chance que je me trompe. Alors, ici, illustration en détail. Alors, j'ai une première moyenne à 76, qui, disons, est une moyenne dans la population. OK? Et là, j'ai un échantillon que je prends 42 personnes pour le faire, cet échantillon-là. Et là, j'obtiens un écart type de 11,5 qui me donne un erreur type de 1,77. Okay? Si je calcule l'intervalle de confiance 95 j'obtiens les bornes de 79
63 à 77. OK? Ça me donne comme ça, autour de la moyenne. Et là, la moyenne de la population, elle se trouve ici, donc dedans l'intervalle de confiance, qui fait que je ne rejette pas mon hypothèse nulle. Dans cette deuxième étude-là, notez que la moyenne de la population pour les fins d'illustration est la même, mais ça a donné que mon échantillon, c'est le même aussi, la même moyenne. Mais là, j'ai plus de monde. J'ai 142 personnes. J'avais le même écart type. OK? Le même écart type, ça a donné le même. OK? C'est, comme on dit, arrangé avec la fille des lieux. Sauf que mon N étant plus grand, mon erreur type est plus petite. Ce qui fait que lorsque je calcule mon intervalle de confiance, mais qui est aussi à 95% comme dans l'autre, là, j'obtiens un intervalle de confiance qui est plus petit. Et la moyenne comme ça a décalé un peu, là, je sais pas bien bon. La moyenne dans la population se trouve à l'extérieur de la borne de l'intervalle de confiance. Donc, dans ce cas-là, je rejette. OK? Donc, avec plus de monde, tu as plus de chances de rejeter l'hypothèse nulle. D'accord? Alors là, si j'ai beaucoup de différences entre les moyennes de mes échantillons, okay, ben, c'est sûr que j'ai plus de chances de dire qu'ils ne viennent pas de la même population. Et là, si l'erreur type est plus petite, okay, et que l'intervalle de confiance est aussi étroit, bien là aussi, j'ai des bonnes chances de déclarer qu'ils ne viennent pas de la même population. Okay? Donc, mon erreur type va jouer avec l'écart type, avec mon échantillonnage, avec la formule qu'on a ici. Et là, si j'ai mon N qui est très grand, bien, cette erreur type-là va être affectée, va être plus petite, l'intervalle de confiance le plus étroit, et aussi, là, je vais avoir plus de chances de rejeter l'hypothèse nulle. D'accord? Alors, il est 10 heures. OK, on va prendre une pause maintenant. OK? Alors, le risque d'erreur qu'on est prêt à accepter, okay, va jouer sur la taille de l'intervalle de confiance et va justement jouer dans les conclusions qu'on va tirer, à savoir est-ce qu'on garde, est-ce qu'on maintient l'hypothèse nulle ou on la rejette. D'accord? Alors, ce risque d'erreur alpha, OK, bien, de façon formelle, c'est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle qui est conditionnelle à ce que l'hypothèse nulle soit vraie. Donc, c'est une probabilité qu'on dit théorique. D'accord? Et qu'on fixe généralement à 5%. Donc, on dit on a fixé l'alpha à 5%. Et donc, au maximum, on va avoir 5% des chances de se tromper. OK? Et on peut être plus strict avec ce risque d'erreur-là. Il est fixé à 1%. OK? La petite pointe dans cette histoire-là, c'est que généralement, quand on fait une étude, on ne va pas se donner la peine de faire des hypothèses si on croit d'emblée que l'hypothèse nulle est vraie. Et on se rappelle, comme j'ai dit, formellement, le risque d'erreur alpha, c'est la probabilité de la rejeter contre l'hypothèse nulle, conditionnelle à ce qu'elle soit vraie. Mais on fait une étude, on investit l'argent, notre temps, parce qu'on pense qu'il y a peut-être une bonne chance qu'elle soit fausse. Donc, en pratique, OK, ça c'est dans la théorie, mais en pratique, généralement, le risque d'erreur va être plus faible que le seuil alpha. Et là, ça, c'est les données avancées, là, pour votre culture personnelle, là, je ne vous questionnerai pas sur Nickerson, mais dans le cours au doctorat, je questionnais les gens sur l'article de Nickerson, mais ça explique tout ça. C'est un article
qui est très éloquent par rapport à comment ça joue théoriquement, puis en pratique, etc. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit pas quand on... cette signification statique-là, quand on veut l'interpréter, d'accord? Et des fois, même des professionnels, et c'est entre autres la raison pourquoi Nickerson avait fait son article, des fois, des gens n'ont pas gardé en tête que c'est une probabilité qui est conditionnelle, d'accord? Alors, on va voir après ce que la signification statique nous dit et qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas. Mais comme j'ai dit, OK, tantôt je l'ai dit en mots, mais en écriture logique, la philosophie de la logique, puis logique mathématique, là, donc on a la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle si l'hypothèse nulle est vraie. Ou des fois, on met comme une barre verticale, là, pour ceux qui ont des cours comme ça, barre verticale. Hypothèse nulle est vraie. OK? Tandis que la valeur de P, que je vous ai dit, donc on marque P plus petit que 0,05, ou l'ordinateur nous donne P est égal à 0,02, par exemple. Ça, c'est calculé à partir du test statistique, et c'est une autre comme formulation qui est la probabilité d'obtenir ce résultat-là dans notre étude-là, si l'hypothèse nulle est vraie. Donc, on a le si l'hypothèse nulle est vraie, qui ressemble à l'autre, mais dans ce cas-ci, pour le P, c'est la probabilité d'obtenir ce résultat. Tandis que le seuil alpha, c'est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle. Donc, il y a une petite nuance à ça. Vous ne serez pas questionné dans le détail de cela à l'examen, mais je veux vous conscientiser à ça parce que c'est parfois confondu. Et comme je vous trouve tellement bon, je me dis, vous pouvez quand même réfléchir à ces questions-là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la signification statistique? Bien, si l'hypothèse nulle est vraie, alors il y a moins de 2 par exemple, là, si on obtient un P est égal à 0,2, que toutes les études, avec des échantillons de même taille, vont donner une différence aussi grande ou plus grande que notre étude a trouvé. Ça nous dit aussi que les deux échantillons ont de bonnes chances de provenir de populations différentes, OK? Ils auraient une chance plus petite selon l'intervalle de confiance qu'on a, mais là, avec un P est égal à 0,02, quand même petit, bien, il y a quand même de très bonnes chances qui viennent de populations différentes. Et ça nous dit aussi que la probabilité qu'on ait fait une erreur en concluant qu'il y a deux populations, bien, elle est plus petite ou à tout le moins égale au seuil alpha. Et comme je vous ai dit spécialement, dans la majorité des cas, bien, ça va être vraiment plus petite que le seuil alpha. Et ça va nous dire, bien, si on teste un médicament, par exemple, puis là, bon, on obtient nos résultats, bien, ça va nous dire, bon, ce médicament-là, il est efficace, ou ce type de thérapie-là réduit les symptômes de dépression plus rapidement qu'un autre type de thérapie. Ce qu'elle ne nous dit pas, par exemple, la signification statistique, quand on arrive, on calcule nos statistiques, on trouve le P, ça ne nous dit pas que la différence entre les deux populations est véridique. On a conclu qu'il y avait une différence, oui, mais c'est pas la vérité avec un grand V. Il y a toujours un risque d'erreur qui est au maximum, qui est borné par le seuil alpha. Ça ne nous dit pas que la différence entre les deux populations est grande. Parce que, qu'est-ce qui arrive si j'ai... Qu'est-ce qui arrive? Moi, c'est difficile de trouver dessin ici, là. Mais disons que je prends des populations qui sont... des échantillons qui sont avec un très, très, très grand N, OK?
mon intervalle de confiance, si j'ai un très, très, très grand N, mon intervalle de confiance va être plus petit ou plus grand? Il va être plus petit, OK? Ce qui va faire en sorte que ça se peut que mes échantillons, mes moyennes des deux échantillons, soient déclarés comme appartenant à deux populations différentes, mais c'est que justement mon intervalle de confiance est tellement trop petit. D'accord? Alors c'est possible dans certains cas qu'on trouve une signification statistique différente, mais que ce n'est pas une grande différence. Ça peut être des fois un point d'échelle selon l'échelle que vous avez. Ça ne nous dit pas non plus est-ce que cette différence-là est importante. D'accord? Je peux trouver une différence de ce qui est statistiquement significative entre deux groupes de 3 points de quotient intellectuel. On s'entend-tu qu'entre 117 de QI et 120 de QI, pas sûr que dans la vraie vie de tous les jours, on va remarquer la différence. D'accord? Alors, c'est possible que, dans un certain cas, on trouve une différence statistique, mais que c'est pas vraiment comme super important, ça n'a pas une grande portée. Hein? Mais sauf que si, dans un autre contexte, si c'est pas une grosse différence, mais c'est que, mettons, c'est un traitement médical qui fait que au lieu de 80% des gens qui meurent de l'Ebola, par exemple, ben là, il y aurait juste 75% des gens qui meurent de l'Ebola. J'ai juste 5% de différence. Mais on s'entend-tu que ces 5%-là, ils vont être bien contents de vivre, d'accord? Alors, l'importance de qu'est-ce qu'on trouve dépend aussi de notre étude et de comment on l'argumente. Et si on peut trouver qu'un traitement est efficace, mais justement savoir, est-il très efficace? Étant donné que si on a beaucoup de gens dans notre échantillon, ça augmente aussi la probabilité de dire qu'il y a une différence statistiquement significative. Alors là, ben, il faut qu'on regarde la taille de cet effet-là du traitement, la taille de la différence. OK? On va prochainement voir une nouvelle formule pour regarder ça, cette taille d'effet-là. Et de plus en plus, dans les études, justement, ils demandent d'avoir cette taille d'effet-là, à savoir, pour avoir une idée, savoir, bon, c'est quoi l'ampleur, c'est quoi l'importance que ça peut avoir. Alors, la taille d'échantillon, la puissance maintenant d'un test et les erreurs qui peuvent en découler. Alors, comme on dit, plus que d'observations, OK, ben plus que mon N augmente, plus que l'erreur type se réduit. Et donc, ça fait un test qu'on appelle plus puissant. Le test gagne en puissance et la puissance, c'est une puissance de détection. Une puissance de détecter une différence entre les groupes. D'accord? Et c'est comme si mon microscope était meilleur, puis plus que j'ai de puissance, plus que je suis capable de voir des petites différences. D'accord? Tandis que si j'ai pas beaucoup de monde, ben, il me va falloir vraiment une grosse différence pour que je la détecte, que je la vois, parce que je ne suis pas capable de la détecter, je n'ai pas beaucoup de puissance. Hein? On peut faire un parallèle avec l'astronomie, un microscope, regarder à l'œil nu quelque chose sur la Lune, mais à savoir, y a-t-il un astéroïde qui se tourne autour de la Lune? À l'œil nu, je ne le verrai pas, mais si je prends un microscope, ben, je vais voir qu'il y a un corps céleste qui est autour de la Lune, par exemple, bon, etc., etc. Alors, plus que j'ai d'observations, plus que je diminue l'erreur de type 2. OK? Donc, je diminue le risque de dire je diminue le risque qu'il y ait vraiment une différence, mais que je ne sois pas capable de la détecter. D'accord? Peut-être qu'il y a vraiment une comète qui est en train de passer à côté de la Lune, mais comme je n'ai pas beaucoup de puissance, je ne suis pas capable de la voir. Donc, je dis que non, c'est juste une lune, c'est tout. Il n'y a pas une lune puis quelque chose d'autre.
ben là, je commets une erreur de type 2. Je n'ai pas assez de puissance. Sauf que si j'augmente cette puissance-là, bien là, si je prends un meilleur microscope, je vais diminuer l'erreur de type 2 et je vais cependant augmenter l'erreur de type 1. OK? Donc, je vais augmenter le risque de dire qu'il y a quelque chose de différent alors qu'il n'y a pas de différence. OK? Puis là, si je prends un exemple inverse, je ne sais pas, mettons un microscope sur un chandail de laine multicolore. OK? Bien, si mon microscope est très puissant, il va peut-être voir un petit spot bleu, puis il va peut-être voir un petit spot rouge, puis il va dire « Ah, non, ce sont des laines différentes. » Alors que ces deux bouts-là appartiennent, j'aurais commis une erreur, parce qu'effectivement, ils appartiennent au même chandail de laine bariolée. D'accord? Okay. Alors, la puissance du test va jouer sur les erreurs qu'on peut commettre. Alors, remarquez comment ce tableau ressemble au tableau de l'autre cours avant l'examen, celui-ci. Okay? Vous voyez comment ça ressemble? Okay? Parce que oui, ça ressemble. Donc, vous pouvez les étudier ensemble. Et là, on avait vu justement ici la puissance du test. Déjà, on allait revenir. Okay? Et là, l'erreur de type 1, la probabilité qui est définie par alpha. Donc, on a vu ça aujourd'hui maintenant. Et l'erreur de type 2, okay, qui est aussi l'erreur bêta, on dit, et la puissance qui est le 1 moins la probabilité de bêta. Okay, donc, la puissance du test veut dire qu'on rejette l'hypothèse nulle et dans la réalité, il y a vraiment une différence. Là, si on se transpose aujourd'hui, alors, est-ce que l'on fait une étude comme ça? Est-ce qu'on offre un traitement, une nouvelle thérapie révolutionnaire? Bien, pour prendre une décision, on fait la balance des coûts et des bénéfices en toute chose. Alors là, on fait notre étude et selon le test d'hypothèse, on va, par exemple, rejeter l'hypothèse nulle. On va dire qu'il y a une différence, que ce traitement-là, vraiment, il est vraiment meilleur et réduit vraiment les symptômes et tout ça. Et si dans la population, en réalité, il n'y en a pas de différence, bien, d'offrir ce traitement-là serait une dépense inutile pour notre société. OK? Et si on rejette l'hypothèse nulle en disant qu'il y a une différence entre les deux traitements, et que dans la réalité, OK, il y a une différence, bien, cette dépense-là est nécessaire. On va faire une dépense, mais ça a un effet. C'est un traitement qui est effectivement efficace et qui va être le meilleur pour notre société. Ici, OK, si on conserve l'hypothèse nulle, on dit qu'il n'y a pas de différence et qu'effectivement, dans la population, il n'y en avait pas de différence, mais on ne fait pas de dépenses et tout le monde est content. Cependant, il peut y avoir ici un problème quand on n'a pas détecté de différence dans les deux traitements et qu'il y en avait une différence dans la réalité. On ne fait pas de dépenses, mais ceux qui auraient bénéficié de ce traitement-là, bien, eux, ils continuent de souffrir. Ils auraient pu être guéris, ils auraient pu soulager leurs symptômes peut-être plus rapidement. OK? Mais on n'a pas détecté la différence. Donc, oui, on porte quand même beaucoup attention. Des fois, on peut peut-être mettre trop d'attention sur le seuil alpha, mais c'est important de penser aussi à son inverse, le bêta, et de s'assurer parfois qu'on ait assez de gens dans notre étude, parce que si ça fait que ça trouve une cure pour le sida, par exemple,
puis qu'on réussit à diminuer, ou l'Ebola qui est très dans les médias ces temps-ci, et qu'on diminue de 1 %, ne serait-ce on augmente d'1 % le taux de survie, okay, ou on diminue d'1 % le nombre de personnes qui peuvent être affectées, l'un ou l'autre, bien, c'est quand même des vies humaines, sauf que entre avoir un rhume de 7 jours et un rhume de 6 jours, ben là, tu sais, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Donc, la structure de notre étude avec nos intervalles de confiance, avec combien de gens va avoir dans notre étude, ça a un impact aussi, pas juste théorique, mais pratique sur la vie des gens. Alors, est-ce que dans les différents sujets qu'on a vus aujourd'hui, sinon j'ai des questions pour vous dans mon petit quiz d'élévateur, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que je revoie là avant qu'on passe aux questions? Donc, les racines de la moyenne, théorème centrale limite, est-ce que c'est clair pour tout le monde? L'intervalle de confiance, comment ça joue avec différents paramètres, l'erreur type? OK, allons-y pour des questions. Ma conclusion est une erreur d'inférence. Séquence. De façon générale, je conçois mon étude. Je fais mes instruments de données. Je fais ma collecte de données. Je fais mes statistiques. Je tire des conclusions sur celles-ci. Puis j'écris un article. Puis je le publie. Mais est-ce que de façon générale, je connais la population de laquelle j'ai tiré mes échantillons? Est-ce que je la connais de façon générale, la population? Est-ce qu'on connaît la distribution d'un concept tel, je ne sais pas, moi, inventons un nouveau concept parce qu'on fait toujours des nouvelles études, le lien entre le nombre de teintures qu'une femme se fait et le risque de cancer. Est-ce qu'on sait c'est quoi cette corrélation-là qu'il y a dans la population générale? Probablement pas. Alors, le jour où est-ce que moi, je me lève et que je dis, je pense que les produits dans les teintures sont nocifs. Alors, je vais faire une étude, je vais regarder différents facteurs, je vais prendre des femmes, je vais regarder combien de teintures elles ont eu au cours de leur vie ou dans la dernière année, etc., en prenant le temps de contrôler c'est quoi les produits, est-ce que c'était du henné naturel, est-ce que c'était teinture permanente avec peroxyde, etc., etc., mais je ne sais juste pas, moi, dans la population générale. Je pense qu'il y a un risque parce que je suis une chercheuse concernée par le bien-être des femmes et tout ça, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si, de façon générale, si les conclusions que je tire sont des erreurs d'inférence, d'accord? La science ne repose pas sur juste une étude. De la même façon que je vous ai dit au dernier cours avant l'examen, il me semble que c'est celui-là, qu'une théorie, quand on élabore une théorie, on fait une hypothèse à un moment donné, mais la théorie ne repose pas sur une hypothèse. C'est l'accumulation de toutes les études que vous allez faire qui, elles, vont accumuler la confiance qu'on a que la théorie
est juste. Mais une étude en particulier, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, tels que le nombre de participants, le seuil d'erreur alpha qu'on fait, les choses que j'aurais contrôlées ou pas contrôlées dans mon étude, qui influencent les conclusions que je tire. Et c'est vraiment à l'épreuve du temps, à l'épreuve de la confrontation avec d'autres études, qui vont, elles, venir reprendre une étude similaire avec, si moi je l'ai faite à Montréal, peut-être qu'ils vont reprendre une étude, je ne sais pas moi, en Scandinavie, puis peut-être que les cheveux des femmes scandinaviennes ne réagissent pas pareil, ou leur métabolisme est différent. Et là qu'on va pouvoir confronter les deux études, les trois, les quatre, etc., et trouver, se rapprocher de la vérité avec un grand V. Mais de façon générale, on fait juste un pas dans une direction, d'accord? Mais on ne peut pas savoir si ma conclusion, de façon générale, est une erreur d'inférence ou pas. Alors, maintenant, si je dis que la moyenne est de 68,51, plus ou moins 2,15, que ça ne provient pas de cette population. Alors qu'en réalité, elle vient de celle-ci. Okay? Donc, la moyenne mu est de 71,01. Si j'affirme qu'elle ne provient pas de cette population, quel type d'erreur est-ce que je commets? Une erreur de type 1, une erreur de type 2 ou aucune erreur? Cinq, 4, 3, 2, 1. Alors voilà, ça va mieux. Tantôt, c'était les mêmes proportions que la mauvaise réponse, mais ici, donc voilà. Alors, j'ai dit qu'elle ne provient pas, et en fait, elle provient, c'est une erreur de première espèce, une erreur alpha, une erreur de type 1, effectivement. Alors, maintenant, OK, un petit problème, c'est ce qu'on fait, je vous pose une colle. Alors, on va voir quelle conclusion on peut tirer de ça. Est-ce qu'on veut savoir, est-ce que ce groupe provient de cette population-là? On fixe un seuil alpha de 0,05, de 5%. Donc, on va tracer un intervalle de confiance de 95%. Le QI dans la population, ça, on le connaît. Ça, c'est un cas de figure où est-ce qu'on le connaît. OK? La population, mais on s'entend, là, générale. OK? Pas, des fois, on peut dire, mettons dans une étude, que je vais généraliser, pas à toute la population des humains, mais mettons à la population des étudiants universitaires, par exemple. Okay? Mais là, la population générale, c'est 100. Et là, moi, j'ai pris votre QI, parce que j'ai une machine, vous ne savez pas, mais ça enregistre votre QI, ça. Et c'est 120. Vous êtes des gens brillants. D'accord? Et l'erreur type de la moyenne de cet échantillon est de 10. Une erreur type de 10. Alors, est-ce que vous avez, oui ou non, le même niveau d'intelligence que la population, sachant qu'on est prêt à courir un risque d'erreur, d'inférence dans nos conclusions, plus petit que 5%. Faites les calculs et tirez la conclusion qui se doit avec ces données-là. Okay? Je vous laisse travailler.
Alors, commencez d'abord, je vais prendre ta question, commencez d'abord par rédiger ou, peut-être si vous voulez mettre juste de façon formelle, comment vous écririez l'hypothèse, donc H, et l'hypothèse nulle. OK? Commencez par ça. Après ça, vous allez devoir calculer votre intervalle de confiance et poser un jugement sur vos données. Vous avez une question? Okay, juste pour toi. OK. Alors, les hypothèses, effacez ça. L'hypothèse de recherche, qu'avez-vous dit? Vas-y plus fort, s'il te plaît. OK, donc différent. Donc la moyenne pour 6004 est différente de la moyenne du QI dans la population. 4. Et l'hypothèse nulle, elle, c'est quoi? Comment? Ils ne sont pas plus intelligents. C'est ça. Donc, la moyenne, QI 6004 est égale à celle du QI dans la population. OK? Alors, si on calcule les bornes, ça nous donne quoi comme borne de l'intervalle de confiance? Donc, un intervalle de confiance de 95. La borne inférieure, c'était de combien? Allez. Tu sais, ça fait le cours plus vite si vous répondez plus vite. Hein? On sort plus vite aussi du cours. Vous n'avez pas été capable de le faire? Oui, vas-y. Oui. Oui. Mais t'as fait qu'elle va avec. Yes. J'ai fait un guess, ça se peut que j'ai fait une erreur de 119,6. Est-ce qu'elle a fait une erreur ou vous êtes arrivé à la même affaire? C'est la même chose. Toi, c'est la même chose? Moi, j'arrivais pas à la même chose. C'est la bonne affaire. OK. Qu'est-ce que tu avais pris dans ton calcul, toi? La moyenne de la population, mais je pense qu'il faut prendre la moyenne de l'échantillon. Non. Oui, c'est ça. C'est ça. Faut que tu prennes la moyenne de l'échantillon quand tu le calcules. OK. D'accord? Donc, finalement, est-ce que tu avais pris 1,96? Oui. Est-ce que vous aviez pris 1,96? Oui, OK, c'est déjà ça. Et donc, l'erreur que peut-être que certains auraient commis, ça serait ici, où est-ce que vous auriez mis ça, mais on prend donc la moyenne de notre échantillon. OK? C'est notre groupe témoin, là. Donc notre groupe qu'on prend en référence, et plus ou moins ça, avec l'erreur type de 10 qui est là, on obtient les bornes de l'intervalle de confiance. Alors, quelle est la conclusion qu'on peut tirer? D'abord, est-ce que la moyenne mu, OK, la moyenne dans la population descend? Est-ce qu'elle est inclue ou exclue de cet intervalle de confiance-là? Est-ce qu'elle est dedans ou dehors? Elle est à l'extérieur, OK? Donc, elle est exclue de cet intervalle. Et la conclusion, donc, que vous allez tirer de ça, quelle est-elle par rapport à l'hypothèse de recherche que vous aviez? Le QI des étudiants de psy, il est comment? Et supérieur à la moyenne de la population. OK. Comment? Probablement supérieur.
le probablement est correct. Le supérieur, mathématiquement, avec les moyennes qu'on a obtenues, est correct, mais c'est incorrect de dire supérieur dans votre conclusion à cause de la formulation de l'hypothèse. La question de recherche était à savoir, est-ce qu'il est, il est différent ou pareil? Okay? Ce n'était pas une hypothèse du type, il va être plus grand et l'hypothèse nulle, il est plus petit ou égal. Ce n'était pas une hypothèse directionnelle, c'était une hypothèse bidirectionnelle qu'on appelle. Donc, on peut juste conclure dans ce sens-là, avec cette formulation-là, en disant donc que le QI est statistiquement différent. Il y a une différence statistiquement significative entre le QI des étudiants du cours et celui de la population. Et là, on rajoute à la fin de ça, le P est plus petit que 0,05. OK? Donc, mais on sait, OK? On sait, ça c'est comme un rajout qu'on sait dans notre tête, qu'il y a quand même un risque d'erreur alpha qui est plus petit que 0,5. Alors, maintenant, refaites l'exercice, je vous donne une deuxième chance. Mais là, la nuance, c'est qu'on met un intervalle de confiance de 99%. D'accord? Refaites le calcul pour voir quelle conclusion vous allez tirer. OK, on a des hypothèses de recherche et d'hypothèses nulles qui restent les mêmes. Mais dans ce cas-ci, l'intervalle de confiance est différent. Et dans la formule, vous avez pris quel Z? Ici, c'est quoi que si je mets les chiffres ici, l'intervalle de confiance pour ici de 99, c'est égal à quoi la formule? 1, 0, 0? OK. 120. Plus ou moins? 2,58 ou 2,575. Bon, souvent, on arrondit à 58. Et ici, 10. OK? Ce qui nous donne cet intervalle de confiance ici entre 94,2 et 145. Et dans ce cas-ci, la moyenne de la population, elle est incluse ou exclue de l'intervalle? Elle est incluse. OK? Et quelle conclusion allez-vous tirer par rapport au QI des étudiants de psy-médical? C'est ça. Donc, le QI des étudiants du cadre n'est pas statistiquement différent de celui de la population. La différence n'est pas statistiquement significative. Et là, au lieu de mettre P est plus petit que 0,05, on met NS. Ici, j'ai mis en parenthèse, mais on peut mettre aussi virgule NS. Et dans les articles, c'est une abréviation qui est généralement acceptée sans qu'on ait à spécifier NS. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire non significatif. Okay? NS pour non significatif. Mais on peut simplement mettre NS. OK? J'avais-tu une autre question? Ah oui, OK. Alors, maintenant, disons que j'ai une population, un échantillon de femmes et un échantillon d'hommes qui ont répondu à la question « Est-ce que ce cours de stats me rend
rendre nerveux. Dans quelle mesure ce cours de stats me rend nerveux? Sur une échelle de 1 à 10. D'accord? Et les femmes ont dit en moyenne 4,98 sur cette échelle et les hommes 3,44. D'accord? Alors là, maintenant, si on... ok, mon apparition. Attends, je veux juste voir ça apparaît comment. Ouais, ok, c'est bon. Si on pose l'hypothèse que la moyenne des femmes et la moyenne des hommes sera différente, ok, et qu'on fait le calcul pour un intervalle de confiance de 95%, d'accord? Est-ce que on va maintenir l'hypothèse nulle ou on va rejeter l'hypothèse nulle dans ce cas pour savoir si les hommes et les femmes ont une moyenne similaire ou différente par rapport à la nervosité ressentie par rapport à ce cours de stats. D'accord? Alors, quelle conclusion allez-vous tirer de cette étude? Okay? Pour un intervalle de confiance, donc vous êtes prêt à accepter un alpha de 0,05. OK. Est-ce que pour calculer, certains sont peut-être passés par la méthode longue en voyant que le tableau donnait la variance. Et donc, si on voulait mettre ça dans la formule ici, il fallait d'abord mettre la variance au carré pour trouver l'écart type. Mais si vous avez fait le calcul de 3,13 divisé par racine carrée de 54, qu'est-ce que vous obteniez? Le petit résultat qui est déjà dans le tableau. Donc, la méthode rapide, l'erreur standard, qui est l'erreur type aussi, vous donnait ce même résultat-là. OK? Et pour un intervalle de confiance de 95%, que ça va faire de 5%, ça donnait ça dans la formule, 1,96 fois l'erreur type. OK? Et on obtenait pour chacun ceux-là. Et là, on peut prendre les femmes comme référence ou les hommes comme référence, mais on se prend un point de référence, donc un groupe de référence, et on regarde est-ce que l'intervalle de confiance autour de ce groupe-là va aller inclure ou non la moyenne de l'autre. Donc, ce n'était pas nécessaire de calculer, là je le mets si vous vouliez vérifier vos résultats, mais ce n'est pas nécessaire de calculer l'intervalle de confiance des femmes et des hommes. Vous pouviez aussi juste calculer l'intervalle de confiance des femmes, d'allant de 4,14 à 5,82, et de baser votre décision à savoir est-ce que la moyenne des hommes, 3,44, est incluse ou non dans cet intervalle de confiance-là. Et quelle était la conclusion? Est-ce qu'on maintient l'hypothèse nulle? Ou non? Je ne sais pas si... Je vais faire mes dessins, OK? Parce que là, ce que je vois dans mon texte, moi, je vous l'affiche, là. Toujours, je vous dis, faites vos dessins, faites vos dessins, faites vos dessins. Il y a une bonne raison pourquoi il faut faire les dessins, parce que tout devient plus clair visuellement.
OK. Alors, j'ai mes femmes en bleu, OK? Combattons les stéréotypes. Et les hommes en rouge. Alors, j'ai les hommes en rouge ici, OK? Alors, la moyenne des femmes, on va quand même mettre le symbole femme, qui est égal à 4,98. OK? Et la moyenne des hommes, qui est égale à 3,44. Et là, mon intervalle de confiance pour les hommes allait de... Attends, si ça c'est 3, 2, 1... Attends, je vais refaire mon tableau. On va le faire sur une même échelle pour bien les comparer. Alors, hop, ici j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. OK? Et là, 3,44. OK, je vais remettre les hommes en bleu parce que c'est classique, là. Fait que j'ai les hommes ici. Et les femmes, 4,98, presque ici. OK? Les femmes là. Ça, c'est ma moyenne des femmes et ma moyenne des hommes. Là, quand je fais mon intervalle de confiance pour les hommes, je vais de 1,68, donc de ici à peu près, jusqu'à 5,20. Ah, 5,20. Et les femmes, j'ai mon 4,98. Ici, j'ai 3,44, 5,20, 1,68. Et les femmes, nous avons 4,14. OK. 4,14. Et 5,82. 5,82 ici. Bon, OK. 4,14 et 5,80. OK? Donc, on voit que ici, l'intervalle de confiance des hommes va aller englober celui des femmes. Il va avoir un chevauchement. OK? Quand je compare mes deux groupes, de sorte que la moyenne des femmes est incluse dans l'intervalle de confiance autour de la moyenne des hommes. Et donc, je vais maintenir l'hypothèse nulle. OK? Fait que finalement, c'est utile de faire les deux intervalles de confiance parce qu'un englobe l'autre et l'autre n'englobe pas l'autre. Mais c'est quoi la différence entre ces deux groupes-là? C'est que les femmes, j'avais beaucoup de personnes dans mon échantillon de femmes, de sorte que ça a rétréci l'intervalle de confiance autour de leur moyenne. Tandis que les hommes, j'avais pas beaucoup de monde, donc mon intervalle de confiance, on le voit visuellement, okay, comme quoi c'est pratique de faire les dessins, qu'il n'était pas, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, l'intervalle de confiance est plus large et qui m'amène à dire que, ben là, j'ai juste pas assez de preuves suffisantes pour affirmer que les hommes ont un niveau de nervosité différent pour ce cours. Okay? Donc là, la probabilité, c'est pas significatif. OK? Deux petites questions en terminant, puis je vous laisse aller. Avec un petit échantillon, OK, on a plus de chances de commettre quel type d'erreur? De type 1, de type 2. Et si on vient de faire juste l'exercice qu'on vient de faire avant, il y a une raison. D'avoir les N, tout ça, pensez à la conclusion. Comment ça a affecté nos conclusions?
petit échantillon, j'ai moins de chances de rejeter l'hypothèse nulle. OK? Si justement j'avais, parce que là j'ai deux groupes qui sont inégaux, j'avais beaucoup de femmes, j'avais pas beaucoup d'hommes, mais c'est pas bon de façon générale d'avoir de la différence comme ça entre les groupes. Tu t'arranges pour avoir des groupes de même taille, généralement quand tu fais une étude. Et ce qui serait arrivé, c'est si j'avais collecté plus de données sur les hommes, ça aurait réduit mon intervalle de confiance pour les hommes et fort probablement que ça m'aurait amené à déclarer que les hommes et les femmes avaient un niveau de nervosité différent. OK? Maintenant, avec un seuil alpha de 1%, l'intervalle de confiance, il va être plus petit. Ça devrait être écrit au masculin, c'est écrit plus petite, mais c'est un intervalle. Plus petit, de la même taille ou plus grand qu'avec un alpha de 0,05. OK, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà! Bravo! Je suis contente de vous, ça se termine bien. Donc, si je suis plus stricte, c'est que je réduis mon seuil d'erreur que je suis prête à accepter et je vais élargir mes intervalles de confiance que si je suis moins stricte à tolérer un risque d'erreur de 5%. OK, alors ceux qui ont pris rendez-vous avec moi, vous pouvez me voir. Là, il y a un problème avec Studium, fait que je ne sais pas si très tard hier soir, mais je pense que je suis rentrée sur Studium, il était 22 heures. Si vous avez écrit quelque chose après 22 heures ou ce matin, je ne peux pas le voir si vous avez pris rendez-vous avec moi aujourd'hui. Mais les autres, je vous ai déjà donné rendez-vous. Voilà, bonne semaine! N'oubliez pas de remettre les télévoteurs, s'il vous plaît.